Bienvenue à toutes et tous. Euh, j'ai pu trouver un titre volontairement accrocheur dans ce monde d'entreprise pour parler d'inclusion numérique. On le sait, on est sur un sujet peut-être pas assez connu encore. On est très vite passé au numérique responsable au sens environnemental, écologique, mais le côté social, inclusion, donc numérique, un peu moins peut-être. Et on s'est dit, et je remercie tous les participants qui sont là aujourd'hui, ainsi que les intervenants, d'avoir eh bien, accepté de participer à cet atelier dans le cadre du Green IT Day, ici à Montpellier. Donc, l'inclusion numérique, un investissement rentable et responsable, bien évidemment, on va y venir aussi pour les entreprises. C'est parti. Je suis Louis Salguero, je suis responsable du pôle inclusion numérique au sein de l'association La Mêlée, et j'ai avec moi donc Caroline Baron. Bonjour. Qui est lead UX designer au Crédit Agricole Technologies et Services, et que je remercie aussi le village également de nous avoir mis en relation. Béatrice Carpi, qui est chargée de projet programmation et inclusion numérique à la métropole de Montpellier. Est-ce que tu nous entends, Béatrice? Oui, je vous entends très bien, merci. Est-ce que nous, on t'entend? Oui. Là, on l'entend. Et du coup, il faut que nous activions le son, j'imagine. Ou alors, c'est un souci de micro de l'autre côté. C'est activé pour moi. Vous ne m'entendez pas? Donc, de notre côté, tout est activé, tu nous entends. Oui. Et il s'agirait peut-être du micro ou du coup de son ici. Non, c'est bon. Est-ce que tu nous entends, Béatrice? Oui, oui. Oui. Et nous, est-ce qu'on t'entend? Je ne crois toujours pas. Mais on essaye des réglages de notre côté. Si tu penses, ou sinon, ça marchait très bien. Tu es sûr que ça ne vient pas de chez toi? Là, il y a un... c'est en mute. Ah, c'est j'ai muté mon ordinateur à cause de ça. Et peut-être que du coup, ça a muté. Essayons. Est-ce que tu peux réessayer, Béatrice, de dire un mot? Oui, je peux vous dire bonjour. Bon. Ça marche pas. On voit que là, il n'y a pas l'entrée micro sur il n'y a pas la surbrillance autour de l'écran. On fait déjà de la médiation numérique. Je vais en parler un tout petit peu juste après. Néanmoins, on va pouvoir enchaîner un petit peu aussi. Comme ça, peut-être qu'il y aura aussi chacun une reconfiguration soit de la sortie son, soit du micro, parce que dans l'ordre de parole, on va aussi d'abord commencer par Caroline. Donc, je vais pouvoir aussi continuer cette présentation, cette introduction sur l'inclusion numérique. Qu'est-ce que c'est que l'inclusion numérique? Bon. Vous connaissez peut-être la mêlée ou pas? Je ne sais pas si dans la salle... Ouais, c'est bon. Vous aussi en ligne, j'espère que vous connaissez la mêlée. Sinon, ce que je veux dire en deux mots, ça va être un peu rébarbatif. Mais voilà, la mêlée, c'est une association qui existe depuis l'année 2000, implantée à Toulouse et Montpellier, et qui facilite en région eh bien, les échanges entre les acteurs spécialistes et non spécialistes autour du numérique sur différents sujets. Hein, comme je disais, 500 adhérents, 4 pôles aussi. Sur l'inclusion numérique, on a un dispositif qui est un hub pour un numérique inclusif tel qu'il existe dans chaque région et qui a pour mission d'accompagner les acteurs publics et privés dans leurs actions d'inclusion numérique. Un dispositif donc qui découle de la stratégie de l'État et en ce sens, eh bien, on accompagne, on a la structure de dispositif d'appui officiel sur le sujet en région. Et dans ce cadre, eh bien, on travaille aussi avec des entreprises. Hein, on a travaillé avec plusieurs entreprises, que ce soit Berger Levrault, Caisse d'épargne à l'époque, AG2R, SNCF. Et donc, c'est pour vous dire que la question, c'est aussi, ça touche aussi les entreprises et pas que la société civile. On parle souvent d'accès aux droits, hein, aux droits sociaux et autres sur l'inclusion, mais non, il y a vraiment une dimension entreprise à prendre en compte. Donc, je vais pouvoir. Ok, je vais pouvoir switcher a priori. Peut-être un autre participant peut parler, voir si Manuel. ça vient de Béatrice ou si ça vient de Francis. Ah, c'est une bonne idée. Mais... Est-ce qu'un autre participant peut rallumer son micro pour tester si on l'entend ou pas du tout? Comme ça, on saura si ça vient de chez Béatrice ou chez nous. On va finir la semaine de la mêlée numérique aussi. On connaît les problèmes numériques en live, hein, ça arrive souvent. Les cordonniers sont toujours présents dans leur propre milieu aussi. Et en tout cas, ouais. Vous m'entendez? Je sais pas si, ouais.
au clavier, avec ce outil, mais c'est comme ça. Ouais. Bonjour également, est-ce que vous Donc voilà, m'entendez? on peut parler. Non, il y a Sandrine qui essaie de vous parler, mais on n'entend pas non plus. Donc ça vient d'ici. Il nous Ah. entend Je pas. fais Ouais. pas filer. D'accord. Bah non, ça n'a rien à voir avec le son. Il nous entend, en fait, il devrait pouvoir parler. Bah ouais, c'est étrange. C'est peut-être une sortie son ici. Elle est connue. Bon, et puis sur le contenu, il faut savoir, on a 15% de la population qui est dans une situation d'électronisme. L'électronisme, c'est juste ne pas du tout connaître ou avoir accès au numérique. Tout comme on a 30% des utilisateurs qui sont qui ont de faibles compétences, on va dire, qui ont un niveau de compétence très très basique. In fine, on en arrive quasiment à 50% de la population qui mériterait d'être accompagnée aussi sur ces usages du numérique. On voit aussi qu'il y a des disparités territoriales dans la fragilité aussi ou la compétence numérique auprès des habitants. Et d'ailleurs, c'est un indice de fragilité numérique qui a été conçu en Occitanie, à l'origine. On a travaillé une V2 récemment pour aller voir un indice de fragilité numérique. La nouvelle version, avec des indicateurs pour les jeunes, pour les seniors et autres, je vais aller sur les statistiques. Ouais, ça marche, je défile, aucun de souci. Mais qu'est-ce que c'est que l'inclusion numérique au final? Bon, c'est une démarche avant tout pour rendre le numérique accessible à tous les publics et aussi favoriser l'autonomie, bien entendu, et l'insertion à la fois sociale, économique, dans l'emploi, professionnel, vraiment à tous les niveaux. Comment on en fait? Déjà en s'assurant qu'il y ait une connexion de la personne, au moins qui ait accès à Internet, bien entendu. On a parlé tout à l'heure des tuyaux aussi, mais c'est la connectivité en général. Et pour l'individu, l'abonnement, ce qui n'est pas abordable aussi pour tout le monde, faut le savoir aujourd'hui. La médiation numérique, le fait d'accompagner une personne sur ses usages, mais aussi la compréhension des enjeux du numérique. C'est aussi la culture numérique, donc la culturation et la littératie numérique, comme on dit, en plus d'aider sur comment faire pour créer une adresse email, comment faire pour se désengager d'un opérateur téléphonique ou autre, ça va pas aller jusque-là. L'accès aux plateformes permet aussi, et travailler cet accès aux plateformes permet de faire l'inclusion numérique, les plateformes en ligne. Le fait d'être aidant numérique, on est tous un peu aidants, parfois professionnels, quand on reçoit des publics, même si notre objet et notre compétence principale, c'est pas d'accompagner sur le numérique, dans la relation à la personne, vous le voyez, au quotidien, on utilise le numérique qui devient incontournable, qu'on soit dans une banque ou autre, même à la SNCF, dans le privé ou dans le public, on reçoit du public et il y a de plus en plus, et même à 100% quasiment, cette condition de l'usage du numérique pour bien envoyer, recevoir dans l'interaction et le suivi aussi. L'éducation, bien entendu, et l'accès aux équipements. Alors, vous allez me dire en quoi ça concerne les entreprises. Et, sur le plan économique national, aujourd'hui, alors, je vous conseille pas forcément d'y aller, mais c'est un marché de 370 millions d'euros aussi par an. Et puis, surtout, les conséquences de ce non-accès, c'est un manque à gagner de 1,3 milliard d'euros par an. Alors, avec quelques études, on pourra toujours revoir la méthodologie. On pourra prendre des questions juste après, si vous voulez bien, parce que c'est une introduction, mais on a une série de questions, pas réponses. Mais je vous remercie. Gardez-la. Comment ça se traduit pour les entreprises? Ça se traduit dans son rapport à ses clients, à ses usagers. Les entreprises dématérialisent, bien évidemment. Les services sont en ligne pour beaucoup. L'application SNCF, encore une fois, les banques et autres. Si le client n'est pas à l'aise avec le numérique, donc on parle quand même de quasiment 50% de personnes qui devraient être accompagnées, et bien c'est un problème. Même pour revenir au sujet principal, le premier sujet, un problème de service, d'accès aux services et donc de valorisation. Donc ça concerne les compétences numériques, ça concerne l'accessibilité, le design des plateformes, l'éthique aussi dans la manière dont on va s'adresser au travers du numérique à ses clients, les équipes, bien entendu. Quand on fait une transformation numérique dans sa structure, qu'on l'informatise, qu'on passe à plein d'outils différents, on risque aussi de laisser des collaborateurs sur le carreau. Et puis sans parler des questions autres RH, pour l'intégration sociale avec les réseaux sociaux d'entreprise et autres, le handicap également, le fait de rendre accessibles les postes de travail, la diversité dans le recrutement, il y a plein de sujets. Et enfin, les démarches RSE aussi, qui peuvent contribuer à faire des partenariats, à avoir rayonné, à avoir un impact auprès des acteurs locaux qui sont au contact des publics
sur le territoire d'ancrage de notre entreprise. Donc, ça va être un petit peu l'instant fatidique, technique, de savoir si Béatrice ou l'équipement ont pu être solutionnés ce petit souci. Mais en quelques minutes, en 5 minutes chacune, peut-être pour commencer, et introduire un peu quelle vision ou quelle appréhension de l'inclusion numérique. Je donne la parole tout de suite à Caroline Baron. Merci Caroline. Merci. Est-ce que tu veux dire... juste la slide suivante, et puis je vais me présenter comme ça. Ouais, Donc, je m'appelle Caroline Baron, je suis lead expérience utilisateur au Crédit Agricole Technologie Services. C'est la filiale informatique des 39 caisses régionales du Crédit Agricole. Et donc, moi, j'interviens sur la conception des applications et notamment sur le volet accessibilité, donc ce dont je vais vous parler ici. Donc, en fait, ça fait plusieurs années qu'on mène plusieurs actions en matière de RSE, donc sur différents volets, environnements, sociaux et sociétaux. Et cette année, en début d'année, le label numérique responsable niveau 2. Et dans ce cadre-là, nous avons un certain nombre d'actions qui sont actuellement en cours sur la partie accessibilité. Alors, sur la prochaine slide, s'il vous plaît. Excusez-moi. c'est la fin. C'est la fin. Un peu Ouais, trop. il y a des flèches. Ouais, la 12. La 12, allez. Bien, si je dis pas de bêtises, j'ai de repérer les chiffres. Ouais, alors, juste après, la 13. Voilà. Donc, au niveau de CATS, donc le petit nom raccourci pour Crédit Agricole Technologie Services, notre stratégie, ça va être d'embarquer finalement tous les profils dans la construction dans la mise en application des critères accessibilité du RG2A, donc le référentiel officiel français. L'objectif, c'est d'embarquer tout le monde, de sorte à pouvoir s'appuyer sur les expertises de chacun, puisque le but n'est pas d'embarquer l'accessibilité en bout de chaîne, en fin de fabrication, mais bien tout au long du projet. Et le fait de s'appuyer sur tout le monde, sur tous les profils, on va pouvoir adresser des critères différents liés justement à ces expertises. Ça va permettre de faciliter la montée en compétences de toutes les personnes de l'équipe et d'optimiser les coûts d'intégration de ces critères. Au niveau de la société, nous avons mis en place quelques éléments pour acculturer et former nos collaborateurs. Nous avons tous les ans le mois du numérique responsable. Donc là, il vient de se terminer en l'occurrence, à l'occasion duquel nous avons effectué sur chaque site des cafés de l'accessibilité pour aller rencontrer les équipes et savoir avoir un petit rex de leur mise en application de ces critères. Nous avons aussi des webinaires de mise en situation et d'acculturation et des formations justement adaptées à chacun de ces profils. Donc, on a des plans de formation. Et aussi, et surtout, nous allons nous baser sur notre design system comme accélérateur de la mise en conformité de nos applications. Donc, notre design system, en fait, c'est notre grosse librairie de composants qui est sur 2 niveaux. On a une librairie de composants design, utilisée par les designers UX et UI, et on a l'équivalent en langage technique, en Angular et en Web Component, pardon. Et en fait, l'objectif, c'est que pour un composant donné, on a regardé dans le référentiel RG2A quels étaient tous les critères éligibles auxquels ce composant était éligible. Et parmi ces critères-là, on a regardé ceux qu'on pouvait embarquer nativement dès la conception du composant ou dès son développement. Ainsi, ça permet aux équipes qui utilisent notre design system d'accéder à un premier socle d'accessibilité sans rien faire, juste en utilisant nos composants. Donc, on gagne du temps pour tendre vers cette conformité. Et il ne reste plus qu'aux équipes à appliquer les critères sur les parties contexte de l'application, enfin qui sont en lien avec le contexte de leur application. Au niveau des autres moyens que l'on met en place actuellement dans nos équipes, on a actuellement en cours d'élaboration des grilles d'auto-évaluation pour permettre à chacune de nos équipes produits de voir quel est leur niveau d'accessibilité, d'évaluer toute seule et de gagner en autonomie, justement, pour évaluer l'accessibilité de leur parcours, et des checklists aussi pour les recettes. Donc là aussi, l'idée, c'est de ventiler un petit peu ce savoir-là dans toutes les équipes pour faire monter en compétence toutes les équipes. Et on communique également, il n'y a pas de souci, le dernier point, sur les plugins Chrome et des outils au catalogue permettant de tester l'accessibilité de nos parcours. Donc voilà l'ensemble des éléments qu'on met en place. Ça passe par de la communication, ça passe par de la formation, ça passe par de la décortication du RG2A pour fournir des
des outils utiles au quotidien, facilement intégrables, digestes, pour que nos équipes adhèrent plus facilement à la démarche. Voilà ce que je pouvais vous expliquer. Est-ce que sur cette démarche, vous avez des questions-réponses ou des conseils à demander? Ouais. Une question sur le fait d'être dans les équipes UX. Oui. Est-ce que vous êtes mise dans les projets? Est-ce que vous Oui. êtes impliqué dans les projets vraiment dès le début, avec les dialogues avec les clients, dès l'expression de besoin? Exactement. En fait, on est organisé sur le modèle Spotify en tribus. Donc, on a des équipes à l'intérieur sur des produits. Par exemple, on va avoir la squad épargne qui va s'occuper de tous nos parcours pour les produits d'épargne. Et en tant que chapitre, on intervient en transverse sur l'ensemble de ces tribus. Et donc, on va être amené à travailler avec plusieurs équipes. On est une 50aine actuellement sur l'ensemble des 6 sites en France de CATS. Et donc, on intervient à différentes phases projet, dès les études d'opportunité. Et après, oui, voilà, on va pouvoir du coup intégrer tout ça dès les échanges avec les parties prenantes. Il y a tout un travail justement d'acculturation de nos pôles utilisateurs qui sont en contact avec les caisses régionales pour aussi montrer les enjeux et l'importance de prendre en compte l'accessibilité dès le début. Donc ça, c'est également un travail que l'on fait. Et est-ce que vous avez aussi des bonnes pratiques sur le plan environnemental, donc sur les soit de MSN, soit de... Oui, dans le cadre du label numérique responsable, on a plusieurs volets. Donc l'accessibilité que je vous ai présenté là, c'est un premier aspect, mais il y a aussi tout un pan sur les co-conceptions, notamment où on développe pareil, que ce soit tant pour notre application mobile que nos applications web, des bonnes pratiques justement de conception pour faire des outils plus sobres. Donc il va y avoir aussi, même pour les communications par mail, des points pour sensibiliser les équipes communication sur l'usage des photos, faire attention au poids, pareil au niveau de nos parcours. Est-ce qu'on remplace des photos lourdes, même si elles sont porteurs de sens et génératrices d'émotions, par des illustrations plus légères, ou travailler sur l'optimisation des photos. Donc, on a également ce travail-là qui est fait, oui. Espérons que ça marche. Donc, je ne sais pas si en discussion, je sais pas s'il y a des questions écrites, sinon. Ah, c'est ça. C'est cool. Alors, Alors, bonjour, Ok. merci pour cette présentation. Avez-vous conçu une méthode ou une boîte à outils / recommandation pour une prise en main de l'accessibilité numérique en amont des projets par les équipes projet? Ah ben, ça rejoint un petit peu. Et comment vérifier le niveau d'accessibilité atteint? C'était l'une de mes questions aussi. Ouais. Alors, on va avoir plusieurs choses. Donc, au niveau de la boîte à outils, donc, je vous ai parlé du design system avec donc ces deux volets, la partie design et la partie développement. Et ces librairies sont accompagnées chacune de leur documentation. Et au sein de ces documentations, pour un composant donné, on a une section accessibilité qui indique justement les critères auxquels le composant est éligible. Parmi ces critères-là, quels sont ceux que le design system prend en charge? Quels sont ceux qui sont à responsabilité du projet en mettant des liens vers le référentiel RG2A? Et côté développement, ils ont également ils ont leur documentation sur le storybook. Ils ont la même section, un équivalent pour avoir les critères à prendre en compte côté développement et avec des bonnes pratiques justement d'intégration de ces critères-là. Donc, il y a des petits bouts de code qui sont déjà prêts à utiliser pour comprendre ça. On a des formations aussi en communauté mensuelle où on peut aborder ces sujets-là. Et ensuite, pour les équipes, c'est justement la checklist. On a 2 checklists qui sont en cours d'élaboration. Une à faire en cadrage pour être sûr que l'accessibilité est prise en compte dans les projets et quels sont les objectifs que le projet se donne. Et une qui sera faite du coup pour vérifier que une bonne majorité des critères est atteint.
Et concernant le dernier point, comment vérifier le niveau d'accessibilité atteint? On est en train, côté équipe de développement, donc mon équivalent chapitre UX UI, on a un chapitre Digital Front, donc avec des développeurs Angular et Web Component. Et l'objectif, c'est qu'eux fassent des pré-audits. Ils ont une grosse formation pour savoir auditer un site. Et donc, l'objectif, c'est qu'ils fassent des pré-audits avant qu'il y ait un audit fait par une entreprise extérieure pour avoir le label officiel. Donc voilà, donc on a plusieurs choses, soit déjà faites, soit en cours. Une démarche très avancée, j'ai l'impression, du coup, et très structurée, bien implémentée. Merci beaucoup. Est-ce que du côté de la technique, on s'en est sorti? Quelqu'un peut-il parler? Est-ce que vous m'entendez? C'est- Je crois que ça essaye. Oui, on te voit, Béatrice. Je suis très content de te voir, en tout cas. Ouais, je suis désolé. Et j'ai l'impression qu'au niveau technique, on s'en sort pas forcément là. Tout est mis sur. Parce que du coup, on voit le son. Hein, là, tu as ton écran, ta vignette qui est un peu surbrillante. Donc, de ton côté, ça a l'air d'être bon. Ouais. Oui, c'est peut-être. Ah, est-ce qu'on entend quelqu'un? En fait, est-ce que vous m'entendez là? On t'entend? Vous m'entendez? Bienvenue, Béatrice. Eh ben, merci. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'inclusion, quelque part, en quelques mots, sur la métropole et les enjeux que vous y voyez, et aussi peut-être côté entreprise. Et je te laisse la parole, on a jusqu'à quelle heure? 15h15. La parole est à toi. Ok. Tout d'abord, bonjour, et je m'excuse de ne pas être avec vous, mais c'est vrai que je sors de réunion pour rentrer après et que c'était un petit peu difficile là, au pied levé. Donc, du coup, moi, je suis de l'autre côté et je suis très heureuse aussi de voir qu'il y a Anne-Claire qui est dans la salle, Anne-Claire Dubreuil, donc avec qui on collabore depuis plusieurs années. Nous, on travaille sur vraiment une stratégie d'inclusion numérique au sein de la métropole depuis plusieurs années. Et justement, on va auprès des publics qui sont mis à mal par rapport à toute cette dématérialisation. On a des dispositifs avec l'État, on travaille sur un réseau, on a une feuille de route et tout. Mais bon, je ne vais pas rentrer là parce que je pense que ce n'est pas le sujet. Et là, par rapport à l'intervention d'avant, moi, je peux vous donner quelque chose qui a été positif sur le territoire de la métropole. Donc, on a travaillé avec ACM, donc un des bailleurs sociaux, et donc qui avait décidé de faire un formulaire donc dématérialisé auprès de tous ces usagers. Ces usagers étant beaucoup des publics que l'on reçoit en accompagnement. Et derrière ce formulaire, ça n'a pas fonctionné. Il a fallu revenir au papier. Pourquoi? Parce que ça n'avait pas été anticipé. Et donc, du coup, on a continué à travailler. Et là, depuis un mois, donc on est en train de tester la nouvelle version qu'ils vont mettre en place pour leurs usagers, avec des usagers qui sont des gens qui sont accompagnés par nos conseillers, nos aidants. Et je trouve qu'effectivement, la mauvaise expérience que nous avons eue en 2022 nous sert beaucoup aujourd'hui, parce qu'ils ont bien compris que si leur application pour l'usager ne correspondait pas, ça ne fonctionnerait pas. Donc ça, c'est un cas d'usage, je vais dire, avec une entreprise qui fonctionne, où il y a eu une compréhension de l'entreprise par rapport aux usages. Et ça, je pense que c'est important. Et ce qui est difficile aujourd'hui pour l'accompagnement, par rapport à tout ce que l'on fait, tous les dispositifs que l'on met en place, nous, on essaye vraiment de travailler sur cette accessibilité de toutes les offres des usagers. On essaye d'outiller les acteurs de la médiation numérique sur le territoire. On travaille de plus en plus et avec le département. On a aussi des enjeux nationaux
qui nous demandent de mutualiser, de beaucoup plus travailler, et c'est ce qu'on est en train de faire. Mais c'est vrai que je sais qu'Anne-Claire, côté Sicoval à Toulouse, ont beaucoup plus travaillé que nous avec les entreprises. Nous, on est en début de ça. Donc, on a commencé avec le département à aller voir quelques entreprises. On a besoin d'elles parce que si elles dématérialisent et si les usagers ne peuvent pas y accéder, tout le monde est perdant sur ce sujet. On a travaillé dernièrement on a été lauréat d'un appel à projet sur l'AMI TPE, donc les très petites entreprises, et on a décidé de faire quelque chose par rapport à ça, c'est-à-dire qu'on a du coup on a voulu voir comment on pouvait créer quelque chose qui fasse que leur accès au numérique soit plus facilitant. Mais pour ça, on a dû diagnostiquer leur niveau, parce qu'aujourd'hui, une TPE qui ne travaille pas, ne facture pas en direct sur Internet, ne va pas sur Internet, n'a pas accès au marché public ou à d'autres consultations, et ne peut non plus pas faire ses devis et toutes ces problématiques-là. Donc, comme on a un partenariat, nous, très fort côté Métropole de Montpellier avec PIX, on a travaillé avec une association qui est dans le quartier de la Mosson, donc un QPV où je suis basée, et pour voir comment on pouvait faire pour amener ces entrepreneurs sur le numérique. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui perdure toute l'année. On fera une évaluation et un bilan qu'on pourra partager en fin d'année sur ça. Hop, je crois que je vous ai perdu. Tac, je sais pas où vous êtes. Non, on est toujours là. Alors, moi, je vous ai perdu. Donc, voilà. Du coup, c'est toutes ces actions-là que l'on veut. Il y a aussi une action sur laquelle, alors je ne sais pas dans quel cadre il y a eu d'autres interventions sur le sujet, c'est aussi tout ce qui est l'accès au matériel, la filière du reconditionnement, qui sur notre territoire n'est pas beaucoup avancée, et sur laquelle, dans le cadre de la nouvelle feuille de route d'inclusion numérique, on va travailler. On a nos objectifs, en fait, c'est vraiment d'accompagner tous les publics qui sont en situation de handicap, les publics allophones, on a aussi les seniors, et on a aussi beaucoup aujourd'hui de travail d'accompagnement par rapport aux réfugiés. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est quand un réfugié arrive sur le territoire, eh bien, il a besoin de tout. Il a besoin de travailler. Pour travailler, il a besoin de papiers. Pour avoir des papiers, il faut qu'il aille et tout est en ligne. Tout. Même ses demandes d'emploi sont aujourd'hui en ligne. Donc, c'est tous ces problématiques-là. Et c'est vrai que se mettre plus en amont avec les entreprises, leurs outils, leur capacité à réagir, et aussi à comprendre les publics. C'est dans ce cadre-là. Et quand tu disais, Louis, c'est vrai que par rapport aux entreprises, peut-être que l'inclusion numérique n'est pas encore beaucoup connue aujourd'hui. À nous aussi de la faire connaître, à nous aussi d'avoir des cas d'école ou des cas d'usage plutôt comme on l'a avec nous, la ACM, notre bailleur social, parce qu'on a vu vraiment la plus-value. Je pense que l'acceptabilité du logiciel sera plus importante parce qu'elle est préparée, elle est validée avec des aidants numériques. Je dis aidants numériques parce qu'il y a plein d'autres termes, mais nous, on a les conseillers numériques qui sont sur le territoire et dont le quotidien est d'accompagner tout le monde. Et c'est vrai qu'on le voit depuis 3 ans, l'augmentation de la dématérialisation, et on perd de plus en plus de gens. Voilà. Ce que je voulais vous dire. Merci. Merci Béatrice. Vous avez entendu, c'était aussi un appel du monde des collectivités en général, du secteur public. Il y a sur ce chantier-là un vrai créneau pour les entreprises à se positionner sur
certes, leurs services, leur accessibilité, bien entendu, en direct avec leurs clients et leurs équipes, mais aussi sur le volet partenariat. Et on m'a parlé ici de rendre les services accessibles pour les usagers, les habitants, qui ensuite vont vers les services des conseillers numériques de la métropole, là en l'occurrence, et d'autres. Et le don d'ordinateur, ça a été évoqué dans une démarche de distribution au public qui en ont besoin. Donc il y a plein de manières pour vous, entreprises, aujourd'hui, de faire de l'inclusion numérique. C'était aussi l'objet de cet atelier. Est-ce que vous avez des questions-réponses, que ce soit, voilà, encore une fois, pour Caroline ou Béatrice de la métropole de Montpellier, ou bien pour nous sur le sujet en région? Il y avait une question tout à l'heure au tout début. Je ne sais pas si la main est toujours levée de ce côté. C'est moi, mais c'est pas grave. Ok. C'est une question, c'est pas important. C'était comment on obtient le chiffre de perte de la maison éclairante. Mais je D'accord. retire la question, elle n'est pas directement liée au sujet. Je vais prendre la parole après. Entendu. En revanche. Dans ce cas, Anne-Claire Dubreuil du SICOVAL. Oui, la question de la coopération avec le secteur privé autour de l'inclusion, pour moi, elle est fondamentale dans la coproduction, je dirais, des feuilles de route d'inclusion numérique. Alors, peut-être remettre des tout petits éléments d'actualité autour de ça. Il y a une stratégie nationale qui est en cours, une deuxième stratégie, on va dire la première était en 2018, donc la deuxième est maintenant en 2023. Et les préfectures ont une responsabilité pour organiser à l'échelle locale cette concertation. Nous, quand je dis nous, c'est nos élus et aussi Coval, on porte beaucoup cette idée de chacun est responsable. Alors on parlait de la démat et en effet des impacts de la démat et du fait que les gens ne soient pas à l'aise. On est maintenant à 31%, donc d'après les dernières études, 16 millions de Français, bon, c'est 16 millions de clients potentiels, donc il y a un intérêt commun à ce que ces gens-là soient plus à l'aise. Je ne sais pas si du côté de Montpellier, vous avez réfléchi à cette coopération publique-privée, notamment dans cette nouvelle feuille de route nationale. Et deuxième question, la question de l'inclusion de nos agents, enfin donc à l'interne de nos salariés. Je sais que vous y avez beaucoup réfléchi, nous aussi également au SICOVAL. Et juste pour informer qu'en effet, pour faire monter en compétence sur la culture numérique, il y a PIX pour évaluer les compétences, mais pour faire grandir sur les ressorts du numérique, c'est quoi aujourd'hui? On a créé des communs avec le conseil départemental de Haute-Garonne qui seront disponibles et ouverts à tous et utilisables bien évidemment pour faire grandir cette culture auprès de nos agents et pas que, puisque comme c'est des communs et ouverts à tous, n'importe qui pourra les utiliser sur la data, sur l'IA, sur la transformation des métiers avec l'IA, sur le numérique responsable, etc., etc. Donc voilà, juste peut-être dire de quelle manière vous allez travailler avec le privé, Béatrice, et comment vous avez introduit cette notion d'inclusion numérique pour vos agents. Merci Anne-Claire. Alors, sur la coopération publique-privée, donc on démarre nos réunions là avec le conseil départemental et on n'a pas encore, on a juste évoqué certaines choses avec la préfecture. Donc voilà, on en est aux prémices là sur nos avancements. Nous, effectivement, on veut aussi aborder ce sujet-là, mais on a déjà un travail en amont à faire département, préfecture et puis métropole. Mais nous, côté département et métropole, on veut le faire rentrer dans la feuille de route, ça c'est certain. Sinon, je vois pas, enfin voilà, sur le premier cercle, c'est hyper important. Après, effectivement, sur la montée en compétences des agences, c'est vrai qu'on a, enfin, je l'ai dit, on a un partenariat avec PIX très important parce que nous, on a décidé depuis 2021 de cartographier l'ensemble de nos services à Ville Métropole CCAS donc, et de voir où on en est. Parce que moi, je me suis rendu compte en 2020 qu'en fait, on démarrait l'inclusion numérique avec des publics qui étaient défavorisés et qui perdaient pied. Et en fait, je me suis rendu compte que nos agents, on les mettait en porte-à-faux. Parce on a beaucoup d'agents sur le terrain qui n'ont pas les compétences numériques, qui n'ont pas la culture numérique même. Et donc, faire une cartographie, travailler avec les RH et derrière faire des parcours. Et c'est vrai qu'on a été jusqu'à un projet de service. C'est le premier et on en a d'autres qui arrivent. Un projet de service où, avec un manager très ambitieuse,
une manageuse très ambitieuse qui a voulu certifier via PIX l'ensemble de ses agents sur un niveau de compétences numériques et de culture numérique. Et c'est vrai que ça a été des accompagnements d'agents qui étaient aussi qui n'étaient pas qui étaient dans une catégorie d'agents non culture numérique. Hein. On n'a pas pris tous les geeks de la métropole. Et après plusieurs mois, donc sur 27 agents, 26 ont été certifiés. Et donc ça, c'est important parce que ça montre à voir aussi que c'est, comme dit Anne-Claire, c'est une culture numérique. On n'est pas sur de l'informatique, on est sur une culture numérique globale. C'est-à-dire qu'on veut, on veut savoir on veut montrer tout ce qui est data, que c'est important dans ces parcours et tout ça. On n'est pas que sur la bureautique, on est beaucoup plus large parce qu'aujourd'hui, la dématérialisation, c'est aller sur les sites, chercher des informations, remplir des formulaires et comprendre surtout ce qu'on fait. Et donc ça, c'est en cours avec une volonté, un nouveau projet avec un grand service de certification. Et donc, voilà, mais ça prend énormément de temps et parfois, je veux dire, ça n'est pas une priorité d'une feuille de route de service, par exemple. Alors que ça va le devenir très vite parce qu'on va dire par exemple, on va donner à des agents des tablettes pour aller sur le terrain. Et sur 10 agents, il y en a 7 qui ne connaissent pas la tablette, qui ne savent pas ce que c'est et qui n'ont pas la compétence. Donc et là, ça devient urgent. Et nous, on voulait et on veut toujours anticiper ça. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à Claire à la petite question? Béatrice, merci. Du coup, Elisabeth de CATS, le Crédit Agricole Technologie et Services. J'ai une question concernant le don de matériel informatique. Je voulais savoir comment ça se concrétisait avec Montpellier Métropole. Si vous pouvez en dire plus sur le sujet. Béatrice, est-ce que tu nous as entendu? Je vous entends, ça a parlé de dons de matériel. Alors, nous, c'est une question et une discussion. Parce que le don de matériel… Comment ça se passe aujourd'hui? Alors, en fait, donner du matériel sans accompagnement ne sert à rien. Donner du matériel à des usagers sans savoir leurs besoins ne sert à rien non plus. Donc, il y a un travail à faire sur le sujet et je sais qu'on a discuté de ça avec le département, on en discute en interne aussi. Les usagers que l'on a aujourd'hui dans les accompagnements sont des usagers qui ont un besoin urgent, enfin, direct et tout ça. Et un don d'un ordinateur aujourd'hui, d'une tour, comme on appelle, n'est pas très vertueux non plus, puisque ils ne savent pas les mettre à jour, sont de l'ancien matériel, on ne trouve pas. Donc, il y a toute cette filière de reconditionnement qui, pour moi, est à retravailler. Et sachant que aussi les usagers, le smartphone aujourd'hui et la tablette sont les deux outils, les deux matériaux qui servent à plus de 80% des usagers. On a une question derrière, mais juste très rapidement, C'est en réaction. si tu veux réagir. C'est juste pour te répondre, Béatrice, parce que encore hier, je donnais des tours, notamment du Crédit Agricole d'ailleurs, parce que c'était une des entreprises qui nous a accompagnés sur la boucle locale. Et 2 jeunes femmes qui étaient en insertion sociale, une qui avait jamais touché au numérique et l'autre qui avait juste un téléphone et qui m'a dit « je ne peux pas suivre ma formation d'aide-soignante sur un téléphone ». Donc, l'ordinateur va vraiment me permettre de réaliser ma formation. Elle rentrait en formation après un parcours d'insertion un peu compliqué. Donc, c'est juste pour
défaire un petit peu. Moi, je me suis dit, les tours, personne ne voudra des tours. Ben, si elles sont ravies, un certain nombre de personnes est ravie d'avoir des tours pour pouvoir opérer justement autrement que sur le téléphone, pour déconstruire un peu ça. Bon, en tout cas, c'est un sujet non, mais sur lequel les collectivités souhaitent travailler. On le voit et je comprends la question. On pourra, c'est bien, on est sur le même territoire. Aussi aujourd'hui, étudier tout ça. On avait une dernière question et remarque au fond de la salle, et puis après, ça va être l'heure de clôturer, c'est ça? Je m'explique que tout à l'heure. Michèle Tisser, la présidente de Facero. Excuse-moi, c'est plutôt pour donner quelques réponses. Parce que à Facero, on travaille depuis 4 ans de manière, voire 5 ans aujourd'hui, de manière très importante sur la question du numérique et sur tous les champs du numérique sur lesquels on peut agir. Alors l'éducation avec des programmes Wi-Fi et autres. Et la médiation sociale, puisqu'on est très investi là-dessus. On a un café numérique dans nos locaux qui fait en sorte que les médiateurs que nous avons, qui sont formés tous les jours, reçoivent des particuliers qui sont en galère avec ce que vous avez décrit tout à l'heure, et ça fonctionne pas mal. Alors, pour la métropole et l'information, on travaille beaucoup avec le département. Déjà, le département a déjà dû déstocker 1000 ordinateurs. Après le confinement, il y a eu un changement du parc informatique du département de l'Hérault. Et on nous a confié la redistribution, après reconditionnement bien sûr, de 1000 PC, avec tout le matériel. Donc on a évidemment ciblé avec le département et les services de l'État et les services sociaux les personnes éligibles à cette redistribution. Les ordinateurs sont reconditionnés. Nous les remettons après une formation en interne chez nous à des personnes qui en ont vraiment besoin pour des raisons professionnelles, pour une scolarité. Et ils ont en plus une association au Petit Bar, etc., qui suit sur la maintenance à question qui peuvent surgir ensuite. Donc ça, c'est un point très important. Après, on a le partenariat avec les entreprises, toutes les entreprises, pour le don de matériel, de PC. On va passer maintenant au téléphone, aux ordinateurs portables. Et on a un partenariat en cours, notamment avec Calliope, et qui attire d'autres entreprises. Calliope est une grande entreprise du numérique qui est pas très loin de chez nous, où on va commencer à remettre en circulation maintenant des ordinateurs portables. Et dernier point, on a deux actions qui sont Up2, une école du numérique qui est destinée à permettre aux jeunes des quartiers, c'est fléché bien sûr politique de la ville, les quartiers, de leur permettre d'accéder à de la formation, à de l'information, à de la remise à niveau éventuellement, avec des formations pas diplômantes ou presque, mais Up2. Et enfin, on a une plateforme qui s'appelle Up2 Link, qui est destinée à permettre la mise en relation d'entreprises et de jeunes qui sont déjà formés pour obtenir des stages et des petits boulots ou des boulots plus rémunérateurs. Donc, on a tous ces champs. On est très actifs depuis 5 ans et en partenariat, évidemment, avec le département, la métropole, la région aussi, puisqu'on est lié à Occitanie, et en lien avec des entreprises de grande ampleur, comme Dell Technologies, Calliope ou même bientôt IBM, pour favoriser et faciliter l'accès au numérique et à l'outil, mais aussi au fonctionnement. Et je vous rejoins, on est tétanisé de voir le nombre croissant de gens qui viennent chez nous perdus parce qu'ils ne peuvent pas accéder à leurs droits, ou bien perdus parce qu'ils ne peuvent pas accéder à une offre d'emploi ou proposer une offre d'emploi de manière convenable. Sans parler des enfants, bien sûr, et des jeunes qui ont subi les problèmes de pandémie. J'ai fait un peu court, mais franchement, des choses qui sont déjà existantes avec le département et par ricochet de la métropole et par ricochet de la région. Et on travaille sur Face Occitanie, puisque je préside aussi la Occitanie, sur Grand Toulouse, avec tous les clubs que nous avons raccordés, Gare, Aude, PO, Aveyron, et Grand Toulouse, où nous sommes tous en lien pour vraiment travailler sur le numérique. On travaille aussi avec la Mêlée, on a un programme de la Mêlée que vous avez 2004. Excusez-moi, c'est pas une question. C'est une petite communication, une page de pub pour faire voilà, c'est en synthèse. Donc, avec plaisir à continuer à travailler avec vous, avec toutes les personnes qui sont liées à ces questions. Merci beaucoup. Voilà, j'espère que vous avez à présent toutes les clés, les entrées de l'inclusion numérique relative donc au monde de l'entreprise, mais des organisations aussi plus généralement. Si on va sur les compétences des collaborateurs, des agents, vous pouvez, pour toute question, de toute manière, voilà, vous pouvez nous contacter. Le dispositif s'appelle donc RINUC, comme réseau et hub pour l'inclusion numérique en Occitanie. Porté par la Mêlée, mais opéré avec plein d'acteurs justement sur les territoires qui, sur chaque segment et question, saura intervenir. Et on est là aussi pour mettre en musique et travailler sur ces sujets ensemble en Occitanie.
C'est ça qui est bien aussi. Merci beaucoup et à bientôt. Merci. Merci.